Mes chers étudiants et étudiantes. Alors, dans ces conditions particulières de confinement et en dépit que nous ayons fini notre cours avant la crise du Covid-19, j'ai tenu à vous soumettre ce complément de cours sous forme de diapositive avec un maximum de commentaires. Je vais procéder à l'enregistrement en plusieurs capsules vidéo pour vous faciliter le téléchargement. Bien entendu, je compte sur votre interactivité pour éclaircir les passages qui nécessitent plus d'explications. Voilà, donc dans ce cours, on va euh, voir les interférences, les différents types d'interférences par division de front d'onde et par division d'amplitude. Quelques types d'interféromètres, ce sont les dispositifs qui créent des interférences. Et on va voir les interférences à 2 ondes et puis à n ondes. Et on va attaquer la diffraction de la lumière comme deuxième phénomène caractéristique de l'aspect ondulatoire de la lumière. On va voir la diffraction par une fente infiniment longue, ou bien une fente simple, ou par une fente rectangulaire, c'est-à-dire la diffraction en 2 dimensions, et par une fente double et par un réseau de fentes. Et on va conclure par le phénomène de polarisation de la lumière. On va voir quels sont les différents états de polarisation de la lumière, ce que c'est qu'un polariseur-analyseur, et on va conclure sur la biréfringence d'un milieu. Alors, la lumière est la bande visible du spectre électromagnétique qui s'étale des ondes radio en passant par les micro-ondes, les ondes terahertz, l'infrarouge lointain et proche, vers l'ultraviolet proche et lointain, vers les rayons X et vers les rayons cosmiques. Dans cet ordre, la fréquence est par suite l'énergie, donc l'énergie et la fréquence associée à ces ondes sont croissantes. La lumière est une superposition d'ondes monochromatiques. À chaque onde est associée une fréquence et une longueur d'onde dans le vide caractéristique à sa couleur. La lumière est une vibration des champs électriques et magnétiques qui se propage à la vitesse 3,18 mètres par seconde, bien entendu, dans le vide. Le vecteur qui caractérise la direction de propagation est le vecteur d'onde. Il est à chaque instant perpendiculaire au plan contenant le champ électrique et le champ magnétique. Donc, si on veut modéliser une vibration monochromatique plane, on peut le faire par un cosinus. S est égal à 0 cosinus oméga t. A0 étant l'amplitude réelle, oméga étant la pulsation, qui est reliée à la période par 2π sur t, qui est reliée à son tour à la fréquence, t est égal à 1 sur f. On va définir la longueur d'onde, qui est la période spatiale par c sur la fréquence, ou bien c fois la période, la vitesse de lumière fois la période, et k0 le nombre d'ondes, ou bien le module du vecteur d'onde, qui est égal à 2π, relié à la longueur d'onde par 2π sur lambda 0. Alors, une onde plane est dite progressive si elle se propage dans l'espace au cours du temps. Une onde émise au point O atteint le point M avec un retard θ. L'expression de cette onde au point M, compte tenu des relations déjà citées, et la définition du chemin optique, met en jeu la notion de phase, qui se présente comme étant le produit du nombre d'ondes et le chemin optique. On peut donner cette expression sous sa forme réelle ou bien sous sa forme complexe. Pardon. Voilà, sa forme complexe. Ou on va mettre en jeu ce qu'on appelle l'amplitude complexe. C'est ça. Tous les détecteurs, y compris l'œil humain, sont sensibles à l'énergie et non pas à l'amplitude de l'onde.
Donc, l'intensité ou l'éclairement est définie comme étant la valeur moyenne du carré du champ électrique. Le carré, c'est-à-dire l'énergie. La valeur moyenne est utilisée du moment que le temps de réponse des détecteurs les plus performants est beaucoup plus grand que la période d'oscillation d'une onde, qui est de l'ordre de 10-14, 10-15 secondes. Le temps de réponse, par exemple, de l'œil humain est de l'ordre de 1 sur 25 secondes. C'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Si nous disposons de deux sources S1, S2, d'ondes monochromatiques progressives, le champ résultant en un point M et la superposition des deux champs générés par ces deux sources. Le calcul de l'intensité donne l'expression suivante. Compte tenu de la grande différence entre la période des oscillations des champs, le temps et le temps de réponse des détecteurs, le dernier terme est nul, sauf dans le cas où on a oméga 1 est égal à oméga 2. Dans cette situation, les deux sources sont dites synchrones lorsque les fréquences sont égales. Elle est dite asynchrone lorsque les fréquences sont différentes. Dans cette situation, c'est-à-dire dans le cas où les sources sont asynchrones, ce terme il est nul et on va avoir juste la somme des intensités. IM est égal à I1 plus I2. Donc, une distribution uniforme de l'intensité. Dans le cas de sources synchrones, c'est-à-dire qui vont vibrer à la même fréquence, en plus, nous avons cette relation. Et si en plus, le déphasage est constant dans le temps, ce terme, il n'est pas nul. On se retrouve avec l'expression de l'intensité sous cette forme qui est appelée la formule de Fresnel. Ce terme est appelé terme d'interférence. Il va moduler ou conditionner l'intensité au point M, selon le déphasage ou bien la différence de marche que présente le point M. Donc, ici, le phénomène d'interférence, il se manifeste comme étant une distribution de l'intensité de façon à ce qu'il y ait une alternance de franges brillantes et franges sombres. En pratique, pour le calcul de l'intensité, on cherche l'amplitude complexe de toutes les sources qui contribuent à l'éclairement du point M et on relève au carré. Dans l'expérience de Young, on éclaire un écran percé de deux fentes fines. La lumière se propage à travers ces deux fentes qui joueront les rôles ou bien le rôle de deux sources cohérentes, d'ondes sphériques. En plaçant un écran sur la zone de superposition des deux champs, on perçoit le phénomène d'interférence. Ces interférences sont visibles dans toute la zone de superposition ou de chevauchement des deux champs. On dit que ce sont des interférences non localisées. Ce sont des interférences non localisées. Le calcul de la différence de marche et le déphasage donne l'expression de l'intensité. Les franges se présentent comme des lignes parallèles équidistantes. Les franges brillantes correspondent à des interférences constructives. La différence de marche est alors n entier fois la longueur d'onde. Les franges sombres correspondent à des interférences destructives cette fois. La différence de marche est alors n demi entier fois la longueur d'onde. Par définition, l'ordre d'interférence, c'est le rapport entre la différence de marche et la longueur d'onde. C'est un entier pour des interférences constructives et c'est un demi-entier pour des interférences destructives. La différence entre deux franges consécutives de même nature s'appelle l'interfrange. C'est cette expression, cette forme dans notre cas. Alors, si on procède à un déplacement vertical de la source primaire, alors ça a pour conséquence
d'introduire une différence de marche supplémentaire et par suite un déphasage supplémentaire, ce qui cause un déplacement de la frange centrale vers les abscisses négatives. En général, le déplacement, il est dans le côté opposé au déplacement de la source primaire. Un montage important particulier, c'est celui de Fraunhofer. Les sources secondaires sont attaquées par une onde plane. Pour ce faire, on place la source primaire dans le plan focal, objet d'une lentille convergente. L'observation se fait sur un écran assez éloigné ou disposé dans le plan focal, image d'une lentille convergente. Les interférences sont cette fois localisées, L infini, ou dans le plan focal de la lentille convergente. L'intensité dépend en plus de la position, elle va dépendre de la distance focale de la deuxième lentille convergente F'2. Et on va arrêter pour la première capsule.